Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de l'événement Connexion CEP qui a été conçu par CEP Avenir et la Ligue française contre la sclérose en plaques. Je suis Guillaume Molinier, je suis directeur de la Ligue française. Je suis ravi de vous retrouver pour une conférence d'actualité le jour de la fête des mères sur la parentalité. C'est une conférence qui sera en deux temps. Le premier temps, c'est une vidéo qu'a enregistrée le professeur Vukuzik, chef de service de neurologie à Lyon, une spécialiste française vraiment de sclérose en plaques et grossesse, pour parler de tout l'aspect médical du devenir mère ou père. Et la deuxième partie sera assurée par un échange entre Katie, qui est vice-présidente de l'association CEP Avenir, et Hélène Petropoulou, psychologue, pour discuter de comment parler de sa sclérose en plaques à ses enfants, à tous les âges de la vie. Vous allez voir donc une petite vidéo comme d'habitude pour vous expliquer comment fonctionne le chat et les questions. Et ensuite, on peut démarrer directement par la vidéo de Madame Vukuzik. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette plénière du dimanche après-midi du congrès Connexion CEP autour de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Et nous sommes rejoints par le professeur Sandra Vukuzik, neurologue au CHU de Lyon, qui va nous parler de désir de grossesse et de sclérose en plaques. Et cette présentation est filmée, elle sera diffusée donc, pendant le congrès juste avant un échange avec Hélène Petropoulou, qui est psychologue, et deux patientes qui partageront leur expérience. Merci encore, professeur Vukuzik, et c'est à vous. Merci Guillaume. Je remercie la Ligue de m'avoir invité. C'est un thème qui est important. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, mais c'est aussi la fête des mères. Et c'était important de mettre les femmes et les mères sur le devant de la scène. C'est important aussi de mettre les futures mères sur le devant de la scène. Et avant d'avoir un enfant, on a un projet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du projet de grossesse quand on a une sclérose en plaques. Hop. Donc la sclérose en plaques, quelques banalités d'abord, hein, donc c'est la maladie inflammatoire déminimisante par essence du système nerveux central. C'est une maladie qui est relativement fréquente, hein, qui touche environ une personne sur 1000 en France, hein, mais surtout c'est une maladie qui va toucher principalement les femmes, qu'on sait aujourd'hui pour un homme. Et c'est une maladie qui va débuter chez les femmes jeunes. L'âge de moyen de début est de 30 ans. Donc, quand on annonce un diagnostic à une jeune femme qui a une sclérose en plaques, bah, parfois elle a des enfants, parfois elle n'en a pas. Et c'est extrêmement important de pouvoir informer aujourd'hui sur le fait que la grossesse, c'est tout à fait possible quand on a une sclérose en plaques. Ça demande parfois quelques ajustements. Et c'est un message qui est relativement récent, enfin récent, on va dire qu'il y a une vingtaine d'années. Avant, il y a une vingtaine d'années, on déconseillait aux femmes qui avaient une sclérose en plaques d'avoir un enfant, voire parfois on interdisait, et les choses ont complètement changé et on gère beaucoup mieux les choses aujourd'hui, surtout on connaît beaucoup mieux les interactions entre la grossesse et la sclérose en plaques aujourd'hui. Alors, d'abord, quelques messages clés sur lesquels on va revenir au fur et à mesure de la présentation, mais des choses qu'il faut vraiment retenir. C'est d'abord que la grossesse a plutôt un impact positif sur l'évolution de la maladie en termes de poussée. Il y a plutôt une diminution de la fréquence des poussées au cours de la grossesse, même s'il peut parfois y en avoir. Et puis, il peut y avoir une augmentation de la fréquence des poussées au cours du premier trimestre qui va suivre l'accouchement, ce qu'on appelle le postpartum. Cette augmentation de la fréquence des poussées, en fait, elle est bien moins importante que ce qu'on pensait initialement. Donc là aussi, je vais vous donner des éléments pour peut-être vous rassurer. Il n'y a aucun impact négatif de l'analgésie locorégionale à l'accouchement. L'analgésie locorégionale, c'est la péridurale ou la rachianesthésie, ce qu'on va faire pour essayer d'avoir moins mal au moment de l'accouchement. L'allaitement est possible, avec toujours cette discussion de il faut savoir si on reprend ou non un traitement, parce que certains traitements ne sont pas compatibles avec l'allaitement. Et surtout que le déroulement de la grossesse chez une femme qui a une sclérose en plaques est normal.
en moyenne, qu'il n'y a pas d'impact sur le développement du fœtus et pas de modification du suivi obstétrical. C'est-à-dire que quand on a une sclérose en plaques et qu'on débute une grossesse, on peut être suivi par une sage-femme, on peut être suivi par un obstétricien. Il n'y a pas de raison de choisir une maternité avec un niveau élevé, maternité de niveau 2, niveau 3, ça c'est plutôt pour gérer les bébés quand ils ont des soucis. Mais là, il n'y a pas de raison particulière de modifier le suivi par rapport à une femme qui n'a pas une sclérose en plaques. Par contre, un des messages aussi que je veux vraiment faire passer, c'est anticiper le projet de grossesse quand c'est possible pour limiter les risques. Les risques, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux débuter une grossesse dans une période tranquille de la maladie, parce que si on est dans une période pas tranquille de la maladie, on risque d'être un peu embêté par la maladie pendant la grossesse. Et puis aussi parce qu'il faut anticiper l'utilisation des médicaments. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les diminue pour prévoir la grossesse ou pendant la grossesse? Donc, on va un peu rentrer dans les détails de tous ces éléments au cours de la présentation. Alors, cette diapo, elle peut paraître un petit peu compliquée. Elle présente les résultats de la première grande étude épidémiologique qui a été faite à l'échelle européenne dans les années 95. Donc, ça s'est fait en 92-95. Qui a permis de suivre plus de 250 femmes ayant une sclérose en plaques et ayant une grossesse. Et ces femmes, elles ont été suivies sans changer leur suivi, mais elles ont été suivies pendant la durée de leur grossesse et dans les 2 ans suivant leur accouchement pour essayer de savoir ce que la grossesse faisait à la CEP et ce que la CEP faisait à la grossesse. Et donc, c'est cette étude-là qui a été publiée en 1998, qui a complètement changé les pratiques et qui aujourd'hui nous permet de vous dire, vous pouvez avoir des enfants. Donc, ce que cette étude, elle montre, alors la courbe que vous voyez au milieu, c'est la fréquence des poussées en fonction des trimestres. Et ce que vous voyez, c'est que la grossesse, le rectangle rose, vous voyez qu'au cours de la grossesse, en fait, la fréquence des poussées, elle va diminuer. Elle va diminuer plus votre grossesse avance et elle va surtout être très basse au 3e trimestre de la grossesse où elle atteint des chiffres qui sont très proches des chiffres que l'on observe de poussées avec les meilleurs traitements dont on dispose actuellement pour prévenir les poussées de sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment une situation protectrice, même si parfois, on peut observer des poussées pendant la grossesse, ça arrive. Quand ça arrive, elles ne sont pas plus graves que les autres, que celles qui arrivent dans les autres périodes de la vie. On est un peu plus inquiète forcément quand on a une poussée pendant la grossesse, mais en fait, ce n'est pas grave, pas plus grave. Et on peut tout à fait les traiter exactement de la même manière qu'en dehors de la grossesse. On peut utiliser ce qu'on appelle des flashs ou des bolus de corticoïdes à forte dose sur une courte période de 3 à 5 jours si on en a besoin. La seule précaution qu'on va prendre en général, c'est de dire, on sait que le flash, il va faire récupérer plus vite et pas forcément récupérer mieux. Et du coup, on va peut-être vous poser la question de dire, est-ce que vous êtes vraiment gêné? Et si vous n'êtes pas trop gêné, on va peut-être essayer de se passer du traitement pour ne prendre aucun risque. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Mais en tout cas, les études montrent qu'il n'y a pas de risque particulier vis-à-vis de la grossesse en termes de fausse couche, vis-à-vis du bébé, à utiliser les corticoïdes sur une courte période pendant la grossesse. L'autre élément important qui a été apporté par cette étude, c'est ce qui se passe juste après l'accouchement. Et comme vous voyez sur cette courbe, il y a une espèce de pic qui survient après l'accouchement, où la fréquence des poussées paraît beaucoup plus importante que ce qu'on a pendant la grossesse et avant. Et c'est le cas, c'est à peu près 2 fois plus important en fréquence. Puis ensuite, rapidement, à partir du 1er trimestre, suivant l'accouchement, on va avoir à nouveau une diminution du risque de poussée qui va atteindre des chiffres tout à fait similaires à ce qu'on a habituellement avant la grossesse. Alors ce pic, qu'on appelle aussi un rebond, est toujours un petit peu inquiétant. En fait, il faut aussi apprendre à le relativiser. D'abord, ce ne sont pas des poussées plus sévères qui surviennent à ce moment-là. L'inquiétude qu'on a, elles sont un peu plus sévères parce que psychologiquement, c'est difficile quand on vient d'accoucher de se dire que la maladie revient, etc. Est-ce qu'on va pouvoir traiter ou pas cette poussée? Donc oui, on peut la traiter même si on allait. Ça pose pas un problème, on sait s'organiser. On peut aussi la relativiser d'une autre manière, c'est de se dire finalement quand on regarde le pourcentage de femmes qui ont eu une poussée effectivement dans ce 1er trimestre qui suit l'accouchement, ça ne représentait à l'époque, dans ces données d'histoire naturelle, que 30% des femmes qui font une poussée dans ces 3 mois suivant l'accouchement. Donc ça veut dire que 70% des femmes ne font pas de poussée dans cette période suivant l'accouchement. Et puis, on a une information intéressante qui vient de données plus récentes, de la période des traitements. Maintenant que les patients, dans la plupart des cas, sont exposés à des traitements de fond au moins jusqu'en début de grossesse, on se rend compte que cette fréquence de poussée, elle est aujourd'hui beaucoup moins importante, qu'elle ne représente qu'autour de 15% aujourd'hui, probablement parce qu'il persiste un petit effet des traitements qui va prévenir cette poussée du postpartum.
Alors, une autre question importante, c'est est-ce que la grossesse a des effets à long terme? Est-ce que le fait d'avoir des enfants a un impact à long terme sur l'évolution en termes de handicap de la maladie? Et cette étude belge vous montre sur le graphique qui est à droite des courbes qui représentent l'évolution vers le handicap des femmes qui ont eu au moins un enfant après le début de la sclérose en plaques et celles en dessous qui n'ont pas eu d'enfant après le début de la sclérose en plaques. Quand la courbe est plus bas, ça veut dire que l'évolution vers le handicap est plus rapide. Donc ce qu'on voit, c'est que les femmes qui ont eu des enfants après le diagnostic de sclérose en plaques, finalement, elles ont une évolution meilleure que celles qui n'ont pas eu d'enfants. Alors certains ont dit, finalement, est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir des enfants protégerait quelque part de l'évolution de la maladie? En fait, c'est pas une bonne interprétation parce que, en fait, le choix d'avoir un enfant ou pas, il est intimement lié au fait à la maladie, à la manière dont la maladie a évolué jusqu'à présent. En gros, si votre maladie va bien, vous allez avoir tendance à vouloir avoir un enfant et à mener à bout ce projet, que par contre, si votre maladie va moins bien, peut-être que vous allez être plus réticente à débuter une grossesse. Et c'est probablement ça qu'on voit. En tout cas, le message qui sort de cette étude et d'autres études qui ont été faites par la suite, c'est que clairement, le fait d'avoir des enfants n'augmente pas le risque d'avoir une accumulation du handicap plus importante à long terme. Donc, ça veut dire qu'on peut y aller. Alors, dans PRIMS, on a aussi laissé les femmes choisir si elles voulaient allaiter, si elles voulaient avoir une péridurale. Et vous voyez qu'à l'époque, voilà, on avait à peu près 2 tiers des femmes qui allaitaient, 1 tiers des femmes qui n'allaitaient pas. Et il n'y avait pas de différence en fait entre les femmes qui allaitent ou qui n'allaitent pas en termes de poussée suivant l'accouchement. Depuis, il y a eu d'autres travaux qui laissent à penser que le fait d'avoir un allaitement exclusif, donc pas donner le biberon, vraiment que donner le sein pendant une période de 2 à 3 mois, pourrait avoir un effet protecteur sur le fait de faire une poussée dans le postpartum. Alors, c'est pas certain qu'il y ait vraiment un effet protecteur parce que les femmes qui choisissent d'allaiter au moins pendant 2 mois ou 3 mois, sont plutôt des femmes qui vont mieux. Et celles qui vont moins bien, elles choisissent en général de ne pas allaiter. Et donc, c'est peut-être aussi ça qu'on voit. En tout cas, là aussi, le message qui est très important, c'est que l'allaitement n'a aucun effet négatif. Peut-être qu'il a un effet positif et que du coup, c'est votre choix de savoir si vous voulez ou pas allaiter, que finalement, la discussion importante qu'il va y avoir, c'est outre votre désir d'aller ou pas vers l'allaitement, de savoir aussi à quel moment vous allez vouloir reprendre un traitement de fond et est-ce que ce traitement est compatible ou pas avec l'allaitement. Et si ce traitement n'est pas compatible avec l'allaitement, il va falloir à un moment choisir entre allaiter et ne pas ne pas se traiter ou ne pas allaiter et se traiter. Et puis ça peut être tout de suite ou ça peut être j'allaite 1 mois et finalement après je vais décider de me traiter. Pour l'analgésie loco-régionale, donc la péridurale ou la rachianesthésie, ce qu'on fait pour essayer d'avoir moins de douleur au moment de l'accouchement, en fait, il n'y a pas de différence en termes de risque de poussée chez les femmes qui ont eu ou pas une péridurale. Alors, c'est encore quelque chose qui embête souvent les anesthésistes. Ils ne sont pas toujours très en confiance avec le fait de faire une péridurale à une femme qui a une sclérose en plaques. Donc, c'est important aussi que votre neurologue puisse écrire un courrier à l'anesthésiste disant il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue neurologique à faire une péridurale ou une rachianesthésie, si la patiente le souhaite, et que vous ayez la place pour en discuter. C'est bien d'avoir ce courrier parce que ça va vous aider à pouvoir en discuter plus sereinement avec l'anesthésiste. Alors, on a même fait une étude relativement récemment pour regarder ce qui se passait chez les femmes qui même avaient eu des poussées en début de grossesse, parce que ça, c'est vraiment une situation qui ennuie les anesthésistes. Et finalement, on a montré que on pouvait faire une péridurale et que même chez les femmes qui avaient eu une poussée au début de grossesse, le fait de faire une péridurale n'augmentait pas le risque d'avoir une poussée du postpartum. Donc finalement, on est assez rassuré sur cette situation-là. Alors la question très importante, c'est la question des traitements. Aujourd'hui, PRIMS, ça a été une étude qui a été réalisée à une période où il n'y avait pas de traitement de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, on a des traitements. Et finalement, il faut toujours qu'on se pose la question pour ces traitements. Est-ce que si je les garde pendant la grossesse, il y a des risques pour le fœtus ou pour le déroulement de la grossesse, des risques de fausse couche, de malformation fœtale, de prématurité, des risques de petits poids de naissance, et puis éventuellement des effets à plus long terme sur les enfants si la grossesse est exposée. Mais aussi, il faut se poser la question de dire si j'arrête, si je prends au contraire la décision d'arrêter le traitement, est-ce que je ne fais pas courir des risques à la mère
des risques de réapparition de l'activité inflammatoire de la maladie, des risques même avec certains traitements de rebond, c'est-à-dire de reprise plus importante d'activité de la maladie une fois que le traitement est arrêté, ce qui arrive avec des traitements plutôt très actifs, des traitements de deuxième ligne. Et puis, quand on arrête un traitement pour débuter une grossesse, finalement, parfois, la grossesse, elle ne débute pas tout de suite. Elle va mettre un certain temps à débuter, parfois quelques mois, parfois plusieurs années. Et pendant ce temps-là, même à bas bruit, sans qu'on le ressente, on peut ne pas faire de poussée, mais avoir des lésions qui s'accumulent à l'IRM. Et finalement, ça va avoir des conséquences sur le risque de handicap à plus long terme, 10 ans ou 20 ans plus tard. Et ce risque-là, on n'a pas toujours envie de le courir. Et pour essayer de peser au mieux les choses, il est important que les neurologues et les neurologues qui vous en informent aient le maximum de connaissances possibles sur les traitements. Quand un traitement est commercialisé, en fait, on sait très très peu de choses sur grossesse et risques des médicaments, parce qu'il y a peu de patientes qui sont tombées enceintes dans les essais cliniques. Par contre, une fois que le produit est commercialisé, on a des patientes, même quand on leur dit de ne pas faire de bébés sous traitement, elles font quand même des bébés sous traitement. Ces données, on les collecte et du coup, ça nous permet d'avancer. Et c'est comme ça que pour certains médicaments, typiquement les plus anciens comme l'interféron et l'acétate de glaciramère, ces médicaments étaient contre-indiqués ou non recommandés pendant la grossesse, quand ils sont sortis à la fin des années 90, au début des années 2000. Et avec le cumul des informations qu'on a eues avec le temps, pour l'acétate de glaciramère, c'est la Copaxone par exemple, on a plus de 100 000 grossesses qui ont été suivies et qui ont été exposées au produit, voire pendant toute la durée de la grossesse, on sait qu'il n'y a aucune conséquence. Et aujourd'hui, ces médicaments-là, ils sont autorisés pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc c'est grâce à ça, et donc on doit vraiment être attentif en permanence. Et ce que je dis une année n'est pas forcément ce que je vais dire l'année suivante ou l'année suivante, parce que j'aurai de nouvelles informations qui seront arrivées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des traitements? On va parler des traitements de fond, mais il faut aussi se poser la question des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des traitements qui sont là pour améliorer les douleurs, pour améliorer la raideur, pour améliorer les troubles urinaires, par exemple, ou la fatigue. Donc ça, c'est à discuter avec le neurologue. Là, on va parler plutôt des traitements de fond. Il faut toujours se poser D'abord, il faut toujours questionner les patientes sur leur projet de maternité et leur contraception avant de mettre en route un traitement ou avant de modifier un traitement. La raison de ça, c'est si vous avez un projet de grossesse dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, il vaut mieux, d'autant qu'on a le choix aujourd'hui, choisir un médicament qui est compatible avec un projet de grossesse, qu'on va pouvoir garder au moins jusqu'en début de grossesse et puis après discuter si on l'arrête ou pas, plutôt que de choisir un médicament dont on sait à l'avance qu'on va devoir l'arrêter au moins 3 mois ou au moins 6 mois ou au moins 1 an la grossesse, qui va vous faire des changements de traitement et ne va pas vous mettre dans une situation confortable. Pareil quand on change de traitement. Et du coup, quand on va choisir en fonction de l'information qu'il y a un projet de grossesse, on va tenir compte du délai d'action des médicaments, on va tenir compte de la date prévisionnelle de votre grossesse, est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, de la nécessité qu'on va avoir d'arrêter ou non le traitement, est-ce qu'il est à risque tératogène, ça veut dire à risque de malformation, et le délai aussi, il est important de savoir le délai auquel on va devoir arrêter le traitement avant la conception. On va aussi nous s'interroger sur les médicaments qui ont des risques de rebond, c'est-à-dire d'activité plus importante quand on l'arrête. Et puis, on va aussi se poser la question du risque d'évolution de la sclérose en plaques au cas par cas si on arrêtait le traitement. Donc, toutes ces questions, elles sont importantes quand on discute de ce qu'on va faire quand il y a un projet de grossesse. Alors, une autre chose qui est importante à savoir, c'est que les anciens médicaments étaient tous contre-indiqués quand ils étaient commercialisés parce qu'on n'avait pas assez de données. Aujourd'hui, les nouveaux médicaments, quand ils sont commercialisés, l'Agence européenne du médicament a changé sa démarche. Et sa démarche, c'est de considérer que tant qu'il n'y a pas de preuve qu'on est coupable, que ça donne des malformations, le médicament est innocent. Donc, c'est ce qu'on appelle une présomption d'innocuité. Donc, ça veut dire qu'à moins qu'il y ait des preuves que le produit peut entraîner des malformations, le produit n'est pas contre-indiqué dans le Vidal, on va dire dans le petit papier ou le petit papier qui est dans la boîte de votre médicament. Et donc, on nous donne des informations à regarder sur les données chez l'animal, les données qu'on a à ce moment-là chez l'homme, et puis des recommandations thérapeutiques. Et du coup, ça permet de laisser la possibilité au neurologue de discuter avec la patiente du pour ou contre de garder le traitement jusqu'au début de la grossesse ou même pendant la grossesse, alors qu'avant, en fait, c'était marqué contre-indiqué. Et donc, les patientes, elles nous disaient, regardez, c'est marqué contre-indiqué, alors il faut l'arrêter, sinon c'est trop dangereux, alors qu'en fait, c'était pas forcément le cas. Alors, si on prend un peu la liste des médicaments qu'on a à disposition aujourd'hui,
on va les séparer en différentes catégories. Il y a des médicaments, il faut les arrêter avant la grossesse parce qu'on sait qu'ils sont dangereux pour le déroulement de la grossesse et notamment pour le risque de malformation. C'est essentiellement des immunosuppresseurs. Ceux qui sont en gras, c'est ceux qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour la sclérose en plaques. On va concerner la mitoxantrone, qui est de la chimiothérapie qu'on fait dans des formes très graves de la maladie. Donc, en général, on ne se pose pas la question de la grossesse quand on est sous ce type de traitement. Par contre, sous fingolimod ou sous terrifunomide, tout à fait des situations où on peut avoir un projet de grossesse. Alors, le fingolimod, aujourd'hui, il est contre-indiqué en cas de grossesse. On doit avoir une contraception efficace sous fingolimod. Et quand on arrête le traitement, la contraception doit être maintenue au moins 2 mois après l'arrêt du traitement, parce qu'il y a un risque malformatif qui est un petit peu plus augmenté par rapport à la population générale. Donc, on essaye d'éviter ce type de médicament quand il y a un projet de grossesse, ou alors on va essayer de faire un changement vers un autre traitement quand le projet de grossesse se met en place, vers un traitement qui est moins dangereux vis-à-vis de la grossesse. Pour le terrifunomide, normalement, on est censé attendre 2 ans après l'arrêt arrêter sa contraception et débuter une grossesse. En fait, ces 2 ans, c'est la durée d'élimination du produit, mais ce produit, on peut aussi accélérer son élimination par l'administration pendant 10 jours de charbon activé ou de ce qu'on appelle la cholestéramine. Donc, c'est un truc qu'on va prendre par la bouche et qui va manger le médicament et qui va faire qu'il va s'éliminer en une dizaine de jours. Ce qui veut dire que quand vous arrêtez le terrifunomide, si vous faites une procédure accélérée d'élimination, au bout d'une dizaine de jours, et on peut faire une prise de sang pour le vérifier, le médicament est éliminé et vous pouvez arrêter votre contraception et débuter la grossesse. Donc, ça simplifie un petit peu les choses. Il y a des médicaments qui aujourd'hui peuvent être poursuivis sans souci, avec suffisamment de preuves qu'il n'y a pas de risque, c'est tous les interférons et l'acétate de glaciaramère, quel que soit qu'on l'utilise en 1 fois par jour ou 3 fois par semaine. Ces médicaments-là, c'est les plus anciens, on a vraiment beaucoup de recul, on a vraiment beaucoup de données et on est totalement rassuré. Et il y a même aujourd'hui dans le résumé des caractéristiques du produit, c'est ce qu'on a dans le Vidal, il est indiqué qu'on peut le maintenir pendant la grossesse et qu'on peut même les maintenir quand on allait. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, avec l'inconvénient que c'est des médicaments injectables, donc c'est moins pratique que les médicaments plus modernes, on va dire. On discute en général quand même souvent avec les patientes si elles souhaitent ou pas arrêter leur traitement en début de grossesse, parce qu'on sait que la grossesse va avoir un effet protecteur et que quand on a un médicament injectable, parfois c'est pas très confortable d'imaginer qu'on va passer toute sa grossesse avec un traitement injectable. Et puis, en général, quand on est sous interféron et acétate de glaciaramère et qu'on va bien, c'est qu'on a une maladie moins active. Donc, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois individuellement discuter de la poursuite ou non du traitement en début de grossesse avec le neurologue, mais en tout cas, ces médicaments peuvent être poursuivis sans souci. Et puis, on a les traitements plus récents. Alors, certains commencent à être un peu moins nouveaux. Le diméthylfumarate, par exemple, qui est un médicament par voie orale qui est sorti en 2013-2014. On n'a pas tellement de données pour dire qu'il y a des risques accrus, mais on n'en a pas assez pour être certain qu'il n'y a pas de risque. Par contre, c'est un médicament qui est intéressant parce qu'en fait, il est éliminé très, très vite. Il est éliminé en quelques heures. Ça veut dire que quand vous l'arrêtez, le lendemain, vous n'avez plus de médicaments dans le sang. Donc là, il y a 2 stratégies qui se discutent en fonction des avis des neurologues. Soit on vous demande d'arrêter le traitement et d'arrêter la contraception en même temps, en espérant qu'après, vous allez tomber enceinte rapidement, sans qu'il y ait de grandes périodes sans traitement. Soit, et c'est ce que j'ai tendance à proposer, je propose à mes patientes de continuer leur traitement, d'arrêter la contraception, et puis de faire très attention à leur retard de règles. Et dès qu'il y a un retard de règles, de doser les bêta-HCG, de vérifier si on est enceinte ou pas. Et dès que la grossesse débute, d'arrêter le médicament. Ce qui fait que la grossesse est très, très peu exposée au diméthylfumarate. Et du coup, la maman est protégée. Et puis, on a des nouveaux médicaments avec des mécanismes d'action un peu différents. Donc, le crélisumab, c'est un médicament qui est en perfusion tous les 6 mois. En théorie, on est censé attendre 12 mois après la perfusion pour débuter une grossesse. En pratique, on sait que quand on connaît la vitesse d'élimination du médicament et quand on sait que ce médicament ne peut pas passer la barrière fœtoplacentaire et aller jusqu'au fœtus dans le premier trimestre de la grossesse, on peut faire un peu des manipulations qu'il faut que vous discutiez avec les neurologues. On ne va pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais on peut imaginer d'envisager une grossesse dès le 3e mois après la perfusion. Mais vraiment, c'est des choses qu'il faut discuter en détail avec votre neurologue. Il y a un médicament qui vient juste d'être commercialisé qui s'appelle la cladribine, qui est intéressant aussi de ce point de vue-là. C'est un médicament qui est interdit en cas de projet de grossesse dans les 6 mois qui vont suivre la prise. Mais comme c'est un médicament qu'on va prendre
par cure, on va dire, la première année, puis une deuxième cure la deuxième année, puis plus rien pendant plusieurs années, en fait, on va devoir prendre une contraception pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on peut imaginer un début de grossesse. 6 mois après, si on n'est pas tombé enceinte, on peut reprendre le traitement avec une contraception pour 6 mois. Et après, on n'a plus de traitement à prendre pendant plusieurs années. Et on peut tout à fait imaginer ensuite d'avoir une grossesse sans souci dans les suites. Et puis on avait un autre médicament qui était l'alimtuzumab qui maintenant est retiré du marché parce que il n'était pas remboursé en France, donc on l'utilisait pas parce qu'il coûtait trop cher, mais qui était intéressant aussi. C'était un peu comme la cladribine. Il y avait 2 cures à 1 an d'intervalle avec un effet à long terme. Et ce médicament était aussi intéressant comme ça dans les projets de grossesse. Une chose que je voulais rajouter, c'est de dire finalement, pour certains médicaments, on dit qu'il y a un risque un petit peu augmenté de malformation. Ces risques, ils sont autour de 5-6%, mais le risque d'une grossesse non exposée à des traitements, on a aussi un risque d'avoir un bébé avec une malformation mineure ou majeure dans 2-4% des cas dans la population générale. Donc, le risque, ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer. Et du coup, c'est pas parce qu'il y a un risque et que vous avez été exposé à un médicament qu'il faut forcément envisager une interruption de grossesse. Souvent, en fait, ce qu'on va proposer, c'est de faire un suivi échographique un petit peu plus important pour s'assurer que tout va bien. Et dans la majorité des cas, ça se passe très, très bien. Alors, je vais juste aborder un dernier point et puis ça sera terminé. Un point sur la fertilité. À partir du moment où on a commencé à dire qu'on peut avoir des bébés, on a rencontré des patientes qui avaient des difficultés à avoir des bébés. Alors, ces difficultés à avoir des bébés, c'est des difficultés de couple, hein. C'est pas forcément des difficultés liées à la dame. Et d'ailleurs, quand on fait des bilans de fertilité dans les couples où la femme a une sclérose en plaques, la cause de l'infertilité du couple, elle est plus souvent masculine que féminine. Donc, mesdames, il ne faut pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à faire des bébés. La sclérose en plaques ne diminue pas la fertilité. La maladie en soi ne diminue pas la fertilité. Par contre, les femmes qui ont une sclérose en plaques font souvent moins d'enfants, mais par choix, parce qu'elles ont peur de leur maladie, de devoir arrêter leur traitement, etc. Mais c'est pas une baisse de la fertilité. Il y a certains traitements qui baissent la fertilité. C'est principalement un médicament, la mitoxantrone, qu'on utilise très très peu. Et puis aussi une fertilité moins importante parce que du fait des symptômes, on a parfois moins de rapports sexuels, etc. On est plus fatigué, et voilà. Alors, les femmes qui ont des problèmes de fertilité, elles vont potentiellement avoir recours à un service de procréation d'aide médicale à la procréation, on va dire, procréation médicalement assistée. Et en fait, à partir des années 2005-2006, on a commencé par voir apparaître dans la littérature des informations comme quoi, après une fécondation in vitro, le risque de pousser serait plus important dans les 2 à 3 mois qui suivent ce qu'on appelle la stimulation ovarienne, ce qui va faire qu'on va faire en sorte d'avoir des ovocytes qui se mettent en place pour que la grossesse puisse débuter ou pour qu'on puisse aller les prélever pour préparer une FIV. Donc effectivement, on a observé cette augmentation du taux de poussée post-stimulation. Et du coup, on se pose, je vais trop vite, on se pose des questions sur le fait est-ce qu'on peut l'autoriser ou pas. Aujourd'hui, clairement, on va vous proposer, si vous avez besoin d'une aide médicale à la procréation, d'être dans une période calme de la maladie, parce que plus on est dans une période calme, plus on a de chances que ça le reste. Et puis surtout, aujourd'hui, par rapport aux données de 2006, en 2006, les patientes, elles n'avaient pas de traitement. Et du coup, on va essayer de se mettre dans une situation où on peut continuer à avoir un traitement qui contrôle la maladie de manière à ce que le fait de stimuler les ovaires ne modifie pas le risque et n'augmente pas le risque. Et je pense qu'on y arrive assez bien. C'est encore des choses qui sont en train d'être étudiées, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre neurologue si vous avez un projet de la sorte. On peut tout à fait vous accompagner sur ce type de projet. Et donc, pour conclure, quelques petits éléments qui me paraissent importants. Je pense que c'est extrêmement important d'anticiper les questions en lien avec la grossesse. C'est-à-dire que le neurologue, moi j'essaie d'inciter les neurologues à en parler très vite. Il faut aussi que vous n'hésitez pas à poser la question à votre neurologue, de dire voilà, j'ai une sclérose en plaques, est-ce que je vais pouvoir avoir un bébé, comment vous voyez les choses, comment je peux me préparer à ça. Et chaque fois qu'on va discuter d'un changement de traitement ou de la mise en route d'un traitement, il faudra aussi mettre sur la table le fait que peut-être j'ai un projet de grossesse. Essayez d'éviter, dans la mesure du possible, les traitements à risque de rebond. Notamment, c'est des traitements de deuxième ligne quand on a une grossesse à court terme, parce qu'on sait qu'on va devoir les arrêter, les traitements, et du coup, on ne voudrait pas que la maladie reparte, mais ce n'est pas toujours possible.
quand on peut utiliser ou switcher vers un traitement qui est moins à risque pour la grossesse, quand c'est possible, mais il ne faut pas non plus que d'utiliser un médicament qui est plus à risque et qui est moins à risque entraîne un moins bon contrôle de la maladie, hein, parce qu'à la fin, si on traite, c'est quand même pour que la maladie soit bien contrôlée. Toujours discuter l'arrêt du traitement quand la grossesse a débuté, parce qu'on a quand même peu de données sur à part pour les interférons et l'acétate de glaciaramère sur l'utilisation tout au long de la grossesse. On aura probablement à l'avenir et déjà maintenant des médicaments qui sont plus simples à gérer par rapport au projet de grossesse, des médicaments qui restent peu dans le sang mais dont l'effet est beaucoup plus long. Et puis, encourager la collecte de données à l'échelle nationale, ce qu'on appelle les registres nationaux de grossesse, qui contribuent énormément à l'amélioration de nos pratiques. Déjà aujourd'hui, hein, si je peux vous dire aujourd'hui tout ce que je vous ai dit sur l'utilisation des médicaments, c'est souvent pas grâce à l'industrie, c'est souvent grâce aux registres nationaux de grossesse. Et en France, on en a un actuellement en cours qui s'appelle l'étude Response, à laquelle déjà 250 patientes participent depuis 1 an et demi, qui consiste juste à collecter via un site internet sécurisé des informations sur le suivi de votre grossesse et sur la manière dont les enfants grandissent jusqu'à l'âge de 6 ans pour continuer à apporter plein d'informations nouvelles sur ces interactions entre grossesse et sclérose en plaques. Je crois que c'était ma dernière diapositive. En tout cas, pour vous convaincre, je l'espère, de faire des bébés si vous avez envie de faire des bébés, si c'est votre projet, de ne pas vous mettre de barrières, d'en parler avec votre neurologue. Et puis, voilà, espérer que l'année prochaine ou l'année suivante, vous fêterez la fête des mères en tant que maman et donc pas en tant qu'enfant. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, professeur Vukusic, pour ces messages pleins d'espoir et de positif. Vous avez déjà eu la gentillesse de nous accompagner sur 2 magazines que vous pouvez retrouver si vous cherchez plus d'informations sur le site de la Ligue, 2 courriers de la CEP, un sur la grossesse et un sur la parentalité. Et aussi sur la chaîne YouTube de la Ligue, vous pouvez retrouver une conférence à laquelle a participé le professeur Vukusic, dans laquelle on parlait aussi d'ergonomie et d'aide à. Maintenant, retrouvons la deuxième partie de cette plénière autour de la communication avec ses enfants aux différents âges de la vie. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était le professeur Vukusic, chef de service à Lyon, qui est également la coordinatrice de l'OFSEP, qui est le registre français de la sclérose en plaques. Si jamais vous en avez jamais entendu parler, je vous invite à en discuter avec votre neurologue. C'est un registre qui cumule toutes les données de tous les patients français qui sont inscrits dedans et qui permet de faire avancer la recherche et les données, en particulier, comme elle vous le disait, sur grossesse et certains traitements ou certains rebonds. Le chat et les questions sont ouverts. Vous pouvez poser des questions qui concernent aussi la première partie et on les fera suivre au professeur Vukusic pour qu'elle y réponde et on les mettra dans la FAQ qu'on fera à la fin du congrès et qui reprendra tous les ateliers et toutes les vidéos. Si vous avez des questions sur les traitements, parce qu'elle en a quand même parlé, vous pouvez revenir vers le replay du professeur Zéphir d'hier, qui va être mis avec tous les autres sur les chaînes YouTube de la Ligue et de CEP Avenir. Je passe maintenant la parole à Katie et à Hélène pour la deuxième partie sur la communication avec les enfants. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. On va procéder en 3 temps. Le premier, ce sera une présentation qui va en partie, j'espère, répondre à vos interrogations, en tout cas partiellement. Puis, Madame Vaudoz va partager avec vous son témoignage. Et puis, on va laisser suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Voilà. On va pouvoir commencer. Alors, l'annonce du diagnostic de la sclérose en plaques, on le sait tous, ça bouleverse beaucoup l'équilibre intérieur et la dynamique familiale. La maladie va amener avec elle beaucoup d'interrogations, elle va remettre souvent plusieurs valeurs et croyances en question. Et tandis que vous êtes encore sous le choc de cette annonce du diagnostic, une deuxième épreuve va s'imposer à vous, c'est annoncer la maladie à votre famille et à vos proches dont les enfants font partie. Est-ce qu'on annonce souvent la maladie à ses enfants?
Et là, suite à cette annonce du diagnostic qui vous a plongé dans un état de sidération, c'est la culpabilité qui va prendre le relais puisque vous aurez peut-être peur d'annoncer la sclérose en plaques aux enfants pour ne pas les faire souffrir. Alors, pourquoi annoncer la maladie à son enfant? Parce que finalement, les professionnels de l'enfance, ils sont tous de l'avis qu'il ne faut pas garder la maladie secrète, qu'il faut vraiment la partager avec les enfants. Ils considèrent même que c'est très important, malgré le fait qu'il s'agit bien d'une tâche difficile. Et ceci indépendamment de l'âge de l'enfant. On va voir par la suite qu'il y a différents âges de l'enfance, comment on annonce la maladie à chacun de ces âges et même comment on l'annonce au bébé. On pense, comme on a dit, qu'on va tenir l'enfant loin de la souffrance, mais souvent, c'est vraiment exactement l'inverse qui se produit. Parce que les enfants, même quand ils sont très jeunes, ils ressentent quand même, ils sont comme des éponges qui absorbent tout et par conséquent, ils vont ressentir avec une grande acuité l'angoisse de leurs parents. Ils vont percevoir les changements qui surviennent dans la vie quotidienne, le va-et-vient à l'hôpital, les arrêts de travail. Ils peuvent parfois aussi surprendre des conversations. Le danger est ainsi qu'ils s'imaginent des choses beaucoup plus terribles si on ne leur dit pas la vérité. Parce que les enfants vont construire leur propre théorie. Ils vont trouver refuge dans l'imaginaire. Et souvent, en effet, cette réalité peut être plus angoissante pour eux que s'ils connaissaient réellement de quoi il s'agit. Et le résultat dans ces cas, c'est que l'enfant peut alors développer de multiples symptômes, anxiété, insomnie, agressivité et plein d'autres qu'on pourra voir par la suite. Il est ainsi important de le confronter à la réalité et plus on verbalise, mieux c'est pour l'enfant. Il suffit de ne pas en faire trop. On va voir par la suite quoi dire. Est-ce qu'on dit tout vraiment? Mais en tout cas, on évite d'entrer dans des détails de façon très excessive. Une autre raison pour laquelle on le dit aux enfants, c'est parce qu'il y a ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, il se construit, il se développe dès la jeune enfance. Et de ce lien aussi de confiance dépend la confiance que l'enfant aura en lui-même plus tard, le fait qu'il se sente reconnu pour ce qu'il est. C'est pour ça que c'est très important qu'il puisse connaître la maladie. S'il le découvre plus tard, il peut avoir le sentiment qu'il a été trahi. Alors, comment l'annoncer? Alors, dès le départ, dès qu'on est certain du diagnostic, afin d'éviter l'anxiété causée par le non-dit, parce que si vous prolongez énormément le temps, annoncer, ne pas annoncer, co-annoncer, ça crée à l'intérieur de vous un état quand même d'anxiété, d'angoisse causé par ce non-dit. Alors, est-ce qu'il existe vraiment un bon moment pour annoncer la maladie? Alors, non et oui en même temps, c'est-à-dire on pourrait plutôt parler de meilleur moment. Et ce moment, c'est celui où vous vous sentirez prêt à parler de ce qui vous arrive, mais aussi à supporter les réactions de l'enfant et prêt aussi à répondre à ses questions. Alors, il faut choisir un moment où on a du temps devant nous, bien évidemment, parce que l'objectif, ce n'est pas d'annoncer la maladie sans prendre le temps derrière de rassurer l'enfant et de répondre à ses questions et ses angoisses. Il faut également un moment qui s'annonce calme, où on se trouve dans la configuration souhaitée. Ça veut dire que le parent peut être accompagné par son conjoint ou sa conjointe ou par quelqu'un d'autre proche qui lui fait confiance, mais en tout cas une configuration qui soit la meilleure possible pour vous. Et puis, on évite certains endroits et certains moments de la journée. Par exemple, on ne va pas annoncer la sclérose en plaques le matin avant que l'enfant parte à l'école, parce qu'on va le laisser seul avec toutes ses angoisses toute la journée. De même, on va éviter de le faire avant qu'il dorme le soir parce qu'il peut avoir de troubles du sommeil. En tout cas, on prend un moment calme en famille ou avec des proches où on se sent bien. Alors, comment annoncer maintenant? Parce que ça, c'est aussi une tâche délicate, d'autant plus que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est complexe
Tant dans ces mécanismes d'apparition qu'est d'évolution, il peut être difficile de l'expliquer, il peut être difficile de l'expliquer à son enfant. Alors, ce qui me paraît évident, c'est que la façon de l'annoncer dépendra bien évidemment de la personnalité de chacun. On fait tous avec nos enfants le mieux qu'on peut et comme on a l'habitude de faire. Mais on va tenir bien évidemment compte aussi de la personnalité de l'enfant. On s'adapte en fonction de son âge, ce qui veut dire aussi en fonction de son vocabulaire, des capacités, de l'attitude de l'enfant. On essaye un peu de garder un contexte habituel pour que l'enfant se sente en sécurité dans un contexte qu'il connaît déjà. Mais quand le moment de l'annonce vient, là, essayons d'être le plus clair et précis possible et faire une annonce la plus simple et la plus authentique possible en disant la vérité sans donner tous les tenants et aboutissants possibles de la maladie. C'est pas nécessaire de se projeter dans plusieurs années. On n'en sait rien. L'enfant vit souvent dans le présent. Il faut pouvoir lui répondre ce qui se passe pour vous à ce moment donné. Alors, les mots qu'on choisit dépendent, comme on a dit, de l'âge de l'enfant. Les termes médicaux complexes sont à éviter. Ils peuvent être anxiogènes et surtout incompréhensibles pour des enfants de bas âge. Et puis, l'information peut être fractionnée en fonction de ce dont l'enfant a besoin de savoir. On n'est pas obligé de tout dire dès le début. Alors, quand vous avez plusieurs enfants, vous pouvez décider de communiquer l'information à chacun séparément pour respecter plus son âge et sa personnalité avant de l'annoncer à tous ensemble. Comme vous pouvez aussi l'annoncer devant la fratrie qui va se sentir moins seule et plus forte devant cette annonce du diagnostic qui peut en effet être aussi traumatisante. Il ne faut pas en tout cas avoir peur d'exprimer ses propres émotions devant l'enfant parce que ceci l'autorise aussi à s'exprimer lui-même. Dans certaines situations où ça paraît particulièrement compliqué ou tout simplement parce que vous voulez vous-même vous sentir à l'aise, vous pouvez vous faire accompagner par un psychologue, soit en amont, et cette personne peut être là aussi au moment où vous faites l'annonce de la maladie, comme par la suite, si vous voyez qu'il y a des blocages ou c'est particulièrement compliqué pour l'enfant d'accepter la situation, même au fil du temps, quand le temps passe et normalement où l'acceptation doit être plus simple, plus facile. Alors, parfois, on aura besoin d'utiliser de supports afin de faciliter la communication. On a vu juste avant, en fait, le début de l'atelier de ces deux présentations qu'il y a plusieurs applications aussi par le biais de tablettes ou même par la télé qui peuvent vous aider pour faire cette annonce de la maladie. Moi, je choisis certains livres qui sont connus comme Maman est toujours fatiguée, c'est un imagier pour le tout petit. Ernest le Castor, toujours pour les petits à lire avec les parents. Benjamin et sa maman, pour les enfants un peu plus âgés de 6 à 12 ans. Et puis pour les enfants de 7 à 13 ans, Dis maman, dis papa, la CEP, c'est quoi? Un autre outil que vous pouvez choisir, c'est également une réglette fatigue qui vous permet d'évoquer la fatigue et faire comprendre à votre enfant comment vous vous sentez à chaque moment. Et enfin, pour les adolescents, il y a une bande dessinée, Un berru de l'espoir, qui peut aussi leur permettre de prendre aussi le temps de se familiariser davantage avec la sclérose en plaques. Maintenant, quoi dire? Est-ce qu'il faut tout dire? Alors, d'un côté, il n'y a pas de sujet tabou, mais on l'a déjà dit, on n'est pas obligé de dire à l'enfant l'ensemble des détails de la maladie, c'est ce qui peut être très anxiogène. Mais en tout cas, communiquer la vérité, parce que sentir qu'on lui cache quelque chose peut être également non anxiogène, d'autant plus que l'enfant va sentir, va entendre le langage verbal, mais il va aussi percevoir ce qu'on essaie de lui cacher. L'important, c'est de nommer cette maladie et de ne pas minimiser les transformations physiques auxquelles l'enfant peut avoir à assister, par exemple la fatigue. Il doit connaître que ces symptômes font partie de sa maladie, de la maladie, excusez-moi.
Quand il y a progression de la maladie, on pourrait prendre un temps avec les enfants pour leur expliquer à nouveau et à nouveau ce qui se passe. Et puis le rassurer s'il pose des questions autour de la mort et surtout lui faire comprendre que vous êtes pris en charge par un réseau des soins adaptés auquel tant vous que l'enfant peut faire confiance. Alors, on va voir rapidement comment on annonce à chaque âge de l'enfance. On peut penser, alors jusqu'à l'âge de 3 ans, on peut avoir le sentiment que ce n'est pas nécessaire à annoncer la maladie à un bébé parce qu'il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. C'est faux, nous disent les professionnels de l'enfance. Même un petit bébé peut ressentir que quelque chose d'inhabituel se passe. Il peut percevoir un changement chez ses parents, des émotions ou des réactions inhabituelles. Et même s'il ne comprend pas l'ensemble des propos tenus, il peut être sensible à la tonalité, au langage corporel de celui qui va s'adresser à lui. Il est recommandé ainsi de lui parler de vos propres émotions, de lui expliquer vos inquiétudes, vos émotions, en le rassurant toutefois pour qu'il comprenne qu'il n'a aucun cas lié à ce changement d'état. Et puis, les enfants un tout petit peu plus grands, peut-être perturbés par des absences longues ou répétées lors des traitements à l'hôpital, il peut avoir peur que vous rentriez pas, vous lui manquez, et c'est une raison de plus de partager avec lui le fait d'être malade. L'enfant entre 3 et 6 ans, l'annonce devient un peu plus délicate. L'enfant a besoin d'être rassuré et ne pas se sentir exclu. C'est en plus une période particulière marquée par le complexe d'Édipe où l'enfant désire de prendre la place du parent du même sexe, ce qui fait que quand quelque chose se passe à cet âge-là, surtout un événement tel qu'une maladie, l'enfant peut se sentir puni ou responsable de ce qui se passe encore autour de lui. C'est exactement parce que c'est un âge où il est très centré sur lui-même. Il risque de bâtir des scénarios qui tournent autour de lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ma mère ou mon père ait cette maladie? Et créer encore une fois des scénarios autour de cette situation. Il faut ainsi lui expliquer qu'il n'y est pour rien et le rassurer. L'enfant entre 6 et 12 ans, l'enfant, là, il a un peu plus de maturité pour comprendre la situation, les symptômes de la maladie et ses conséquences, ainsi que les changements de vie et les traitements que vous prenez. Il peut même vouloir s'impliquer dans la vie quotidienne en proposant son aide parce qu'il va se sentir utile. Il suffit de lui laisser cet espace pour qu'il se sente utile sans en même temps lui céder votre place, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il prenne la place de l'adulte qui, lui, doit prendre soin de son parent. Les enfants de moins de 10 ans peuvent rencontrer des difficultés à rester attentifs lors de l'annonce de la maladie, mais aux alentours de 10 ans, ils s'intéressent souvent moins à l'évolution de la maladie. Pour eux, c'est le présent qui compte. Et enfin, l'adolescent, lui, il est plus responsable parce qu'il est en pleine période de l'indépendance. Il se cherche, il a besoin d'un environnement extérieur pour évoluer. Il peut par là même se sentir stressé, déprimé, même s'il essaye parfois de feindre une certaine indifférence. Il peut culpabiliser de ne pas pouvoir toujours venir en aide à son parent malade. Et certains adolescents seront plus attentionnés et sensibles, tandis que d'autres auront plus de mal à s'investir au sein de la famille. Un adolescent peut également donner l'impression qu'il n'en a pas grand-chose à faire et qu'il sait déjà tout et sait qu'il doit savoir. Il peut se montrer indifférent, mais tout cela, c'est aussi une façon parfois à cacher, à mettre à distance le vécu douloureux. L'angoisse de mort peut engendrer à cet âge une peur d'être également atteint. En tout cas, l'adolescent, souvent, il essaiera de trouver réconfort auprès de ses copains à l'extérieur du domicile. Il faut le laisser faire et il faut aussi l'informer en temps réel de l'évolution de la maladie. Et on va terminer par les réactions des enfants. Alors, ils ne vont pas tous réagir pareil. Ceci dépend de leur âge, de leur personnalité, mais aussi du lien qui les lie, qui les unit aux parents malades.
Vous avez toutes les réactions possibles. L'enfant qui va éclater en sanglots, d'autres qui vont faire comme s'ils n'ont rien entendu, d'autres qui vont régresser pendant une certaine période. Toutes ces réactions sont tout à fait normales, mais il faut rester vigilant à ces réactions pour pouvoir montrer à l'enfant que vous êtes disponible et l'inviter à poser des questions et exprimer ses inquiétudes. Quelques réactions habituelles, le choc, on peut le comprendre par l'isolement, la peur, l'inquiétude. L'enfant peut sembler ne pas réagir et répare jouer comme rien, si rien n'était. Il a besoin de temps pour intégrer la nouvelle réalité parce que le traumatisme peut être profond et qu'il peut éprouver le besoin de s'occuper ailleurs pour ne pas y penser. La tristesse, quand elle est présente, elle peut s'exprimer telle qu'elle, mais elle peut aussi être dissimulée par une grande agitation. L'enfant ne va pas écouter, il peut se mettre devant la télé, devient moins sage, commence à avoir des comportements de provocation. Il est tellement en souffrance qu'il ne trouve pas d'autre façon de l'exprimer que de s'agiter. Tout l'insupporte, il ne sait plus comment réagir. Le déni, c'est quand l'enfant fera abstraction de la maladie comme si celle-ci n'était pas là. Il ignorera, il ne voudra pas la reconnaître, il va fuir la vérité, il va agir comme si la maladie n'existait pas. La frustration, les enfants peuvent avoir un sentiment de colère, voire devenir agressifs, car la maladie va faire bousculer leurs habitudes. La culpabilité, s'il pense que c'est de sa faute, il aura une tendance parfois à se mettre en situation d'être en faute lui-même. L'agressivité, vous allez le comprendre par des comportements qui le rendent plus pénible que d'ordinaire. Et puis la peur de l'avenir, où il évite de parler du sujet tant l'angoisse est forte. Il est inquiet sur l'avenir de son parent, mais aussi sur son propre avenir. Comment vous faites face à ces réactions? Encore une fois, de façon honnête et simple, vous donnez les vraies réponses. Et si on ne les connaît pas, ces réponses, on le dit à l'enfant en lui expliquant qu'on va revenir vers lui donner la réponse quand on l'aura, corriger des idées fausses qu'il peut avoir développées autour de la maladie. Et puis surtout, le rassurer beaucoup que la sclérose en plaques n'est pas une maladie qui engage le pronostic vital, parce que souvent la crainte qui est cachée derrière, c'est vraiment de voir son parent mourir. Leur dire à tout âge qu'ils n'y sont pour rien. Et si c'est nécessaire, prévoir une rencontre entre l'enfant et le médecin qui l'aidera à comprendre aussi ce qui est fait pour vous guérir et ce qui pourrait le rassurer, l'enfant. Je vous remercie pour votre attention et puis je laisse la parole à Madame Vaudoz. Bonjour à tous. Alors moi, je vais apporter mon petit témoignage. Donc je m'appelle Katie, je suis vice-présidente de l'association C'est pas venir. Je vais avoir 40 ans et j'ai un petit garçon qui a eu 5 ans au mois de janvier. J'ai eu le diagnostic de la sclérose en plaques en 2014. J'étais déjà au courant de ma maladie quand j'ai décidé d'être maman, de devenir maman. J'ai eu mon petit garçon en 2016. Aujourd'hui, il a 5 ans. Depuis l'âge de ses 4 mois, je suis toute seule avec mon petit garçon. Je l'élève toute seule. Son papa, on n'a plus de nouvelles. Donc, il est vraiment tout le temps avec moi. Le témoignage que je veux apporter aujourd'hui, c'est que une femme qui est atteinte de sclérose en plaques, il ne faut pas qu'elle s'empêche de devenir maman en se disant que du fait qu'elle soit malade, elle va pouvoir moins s'en occuper, elle va avoir des périodes où elle va être plus fatiguée, elle va s'en vouloir en se disant oui, mais les périodes où je vais être fatiguée, je vais vouloir le laisser et avoir un peu de repos. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les mamans font ça. Toutes les mamans ont besoin de ce temps pour elles. Toutes les mamans sont fatiguées. C'est vraiment pas une question là de sclérose en plaques. Après, de l'autre côté, par rapport à la sclérose en plaques, moi, de mon point de vue personnel, ce qui fait ma force, c'est mon fils.
ce qui me fait justement me battre contre la sclérose en plaques ou ce qui me fait m'activer à me dire faut y aller, faut se battre, faut garder le moral, etc. C'est justement mon petit garçon. C'est mon petit garçon qui me fait me lever tous les jours. Après, c'est vrai que moi, en ayant cette situation où je suis toute seule avec mon fils qui a 5 ans, donc je n'ai pas encore mis le mot de sclérose en plaques à mon fils, il ne le sait pas, ce mot de sclérose en plaques. Par contre, il est très bien au courant que maman elle a des périodes où elle est fatiguée, où il faut la laisser un peu tranquille. Mon fils est très bien au courant qu'il y a des fois, je ne peux pas jouer au foot avec lui, donc il va préférer maman, t'as mal aux jambes, attends, on va faire un jeu de cartes. C'est vraiment un échange qu'il doit y avoir entre son enfant et les parents. Ou après, je dirais que le mot sclérose en plaques, de mon point de vue personnel, je ne l'ai pas mis puisque pour moi, mon fils doit plus comprendre ce que je ressens que le nom d'une maladie qui, pour lui, à la base, ne veut rien dire. Mais savoir réellement ce que moi, je peux ressentir. Des fois, il me tire sur les bras, je vais lui expliquer. Mon chat, tu sais très bien que maman, elle a mal à ses bras, il ne faut pas tirer dessus. Il le comprend tout à fait. C'est vraiment un système de communication qu'il faut ancrer dès le plus jeune âge. Alors moi, en étant toute seule avec mon fils, je suis un petit peu obligée de le faire. J'ai été obligée de le faire très tôt en étant toute seule avec lui, mais mon fils le comprend très bien et il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'aimerais aussi revenir sur un petit point tout à l'heure qui a été évoqué concernant la péridurale et la rachianesthésie. Pour évoquer un petit peu mon accouchement, j'ai eu une péridurale qui n'a pas fonctionné chez moi et du coup, j'ai eu aussi une rachianesthésie. Et pourtant, j'ai une sclérose en plaques et ça s'est quand même très bien passé, que ce soit la péridurale ou la rachianesthésie. Je n'ai pas eu d'autres effets. Quand on parle de l'effet rebond de la sclérose en plaques, c'est aussi quelque chose où il ne faut pas se mettre en tête qu'on a une sclérose en plaques, la grossesse, entre guillemets, comme on entend beaucoup, elle nous protège et qu'après la grossesse, forcément, on va faire une grosse poussée. On le sait tous, quand on a une sclérose en plaques, le stress n'est pas bon. C'est une maladie qui est complètement aléatoire. Ne pas s'empêcher de se dire « je vais être maman et je vais être une mauvaise maman parce que je suis malade ». Non, une maman reste une maman, malade ou pas, on a tout le droit d'être maman. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Parce que j'ai eu ces questions. On m'a dit clairement que j'étais inconsciente de faire un enfant parce que j'avais une sclérose en plaques. Non, je ne suis pas inconsciente de faire un enfant parce que j'ai une sclérose en plaques. Je suis une maman comme une autre. Avoir une sclérose en plaques, ça n'empêche pas tout l'amour que j'ai pour mon fils de m'en occuper comme je peux, et c'est-à-dire très bien, parce que j'aime mon fils. Donc, voilà ce que moi, je peux apporter comme témoignage. Après, pour parler aux enfants, il y a les livres qui ont été cités. Je rajouterais aussi la Robobox qui a été faite et qui est très bien parce que c'est interactif. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui où c'est très interactif, pour les enfants, ça peut être très bien à expliquer par la Robobox. Voilà ce que je pourrais dire pour mon témoignage. Merci, Katie. Alors, je ne sais pas si Guillaume est avec nous. Non, petit. Il est là. Ne quittez pas. Bon, parce que je vois, il y a une question qui nous concerne. Alors, vous voulez la lire, Guillaume? Allez, c'est moi qui la lis. Quand on décide d'avoir un enfant en sachant qu'on est malade, comment gérer les émotions négatives de l'enfant qui pourrait ne pas comprendre pourquoi on a fait cela dans ce contexte? Ce sont des remarques que j'ai déjà entendues d'Adil égoïste. Alors, Kitty en a parlé un peu. Je pourrais en parler. Katie en a parlé aussi. Si vous voulez compléter, Katie, ou... Allez-y. Alors, moi j'aurais tendance à dire que donner la vie, c'est un acte d'amour. Ça ne peut en aucun cas être un acte égoïste. Il n'y a pas plus beau cadeau que donner la vie.
Voilà, c'est tout simplement ça. Il faut savoir aussi que pour être un peu dans la réalité, il n'y a pas de famille. Si on prend la vie d'une mère ou d'un père ou d'un couple tout au long des années, en 30, 40, 50 ans de vie pendant laquelle nous sommes parents, il y aura de toutes les façons des difficultés. Chaque famille elle a ses difficultés, chaque famille a ses maladies, chaque famille va faire face à des événements très compliqués parfois. Si on pensait tous ne pas faire des enfants pour ces raisons-là, il n'y aurait plus d'humanité. On n'est pas parfait, on a nos failles, mais on a plein d'autres capacités. Vous pouvez être meilleur parent que quelqu'un qui n'aura pas de problème de santé physique, mais qui aura d'autres problématiques peut-être qui vont faire que le lien avec l'enfant pourrait, par exemple, être perturbé. Je pense que ce n'est pas un facteur, la maladie, pour vous freiner dans vos projets. Et je trouve encore une fois que c'est un cadeau, c'est un acte d'amour, ça ne peut pas être égoïste. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse qui vous suffit ou si vous aimeriez. Et je crois que la question englobait aussi comment on répond à un enfant qui reprocherait du coup à sa mère ou à son père justement de ne pas jouer, de pas avoir d'énergie et ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose, est-ce qu'il y a une technique, comment on désamorce peut-être ces reproches-là quand ils viennent de l'enfant? alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce sont des difficultés que même un parent sans maladie en aura. C'est pas par hasard qu'on voit dans les PMI, les caisses des allocations familiales, de plus en plus de groupes, des groupes, oui, autour de la parentalité, où ces types de questions sont abordées. Il faut lui dire la vérité avec des mots simples, avec des supports, avec les supports aussi que Madame Vaudoz a cités. Euh, et si vous êtes, par exemple, en couple ou en famille, vous pouvez aussi passer lors des moments de fatigue le relais à votre conjoint ou conjointe, à un proche qui peut être présent, ou lui donner une activité qui ne nécessite pas pour vous de vous mobiliser. C'est-à-dire, l'enfant, il a besoin d'aller jouer au foot, mais c'est impossible pour vous à ces moments donnés. Est-ce que vous pouvez dire que ce qui est possible, c'est de lui lire éventuellement un livre et puis laisser cette activité pour plus tard? Il y a des petites astuces comme ça de façon à lui montrer que vous êtes quand même là pour lui sans nécessairement répondre à l'activité qu'il vous propose. C'est des exemples tout simples de bon sens parce que c'est des questions de bon sens, c'est-à-dire et étant donné que vous lui aurez expliqué ce que c'est la sclérose en plaques, il va comprendre à ces moments-là que ça fait partie de vous. Mais étant un enfant, bah, il va réagir comme tous les enfants. Tous les enfants du monde vont réagir au moment où on va leur dire non, on n'a pas le courage d'aller jouer au foot. Il peut même s'énerver ou faire la tête, mais ça ne veut pas dire qu'il est malheureux parce qu'on lui dit non à un certain moment donné. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais Katie, vous avez l'habitude peut-être par votre voilà, vous pouvez peut-être donner des astuces pour montrer comment vous le calmez. Alors, moi, oui, bah, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est vrai que quand mon fils, des fois, me demande de jouer au foot et que je n'ai pas la force de le faire, je vais lui dire, je suis d'accord de jouer avec lui, mais sur un jeu où je suis posée. C'est-à-dire, je vais lui proposer un jeu de cartes, je vais lui proposer un jeu de société. Je ne vais pas lui proposer un jeu qui demande du physique où il faut courir. Mais alors après, pour moi, du moment qu'il y a quand même une activité qui est faite, c'est vraiment là où l'enfant, je pense, qui va se sentir rassuré. On ne lui dit pas « non, je ne joue pas avec toi ». On va s'adapter, on va trouver un jeu qui peut lui convenir parce que lui, en fait, tout ce qu'il veut, moi, je vois mon fils, tout ce qu'il veut, c'est jouer avec moi. Si je ne peux pas jouer au foot, mais je lui propose un jeu de cartes, il va être très content. Il va rechigner un petit peu au début. Oui, mais maman, on ne joue pas au foot. Oui, mais c'est pas grave. Regarde, on fait un jeu de cartes. Et après, quand on fait le jeu de cartes, il est très content. Et je m'adapte toujours à lui trouver un jeu où moi, ça ne me demande pas trop physiquement, mais je passe quand même du temps avec mon fils. Et puis, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné, on puisse pas répondre à sa demande. Imaginons les familles, par exemple, qui ont 5, 6 enfants. Le temps qui va être consacré à chacun de ces enfants ne va pas être le même que si on en a un seul.
Des parents qui travaillent énormément vont peut-être aussi devoir dire non à certains moments à leurs enfants et vous pouvez lui dire beaucoup plus souvent oui finalement par rapport à ces parents qui seront absents pour cette raison. Il y a des familles où l'un des enfants peut être malade, il va attirer plus l'attention du parent, parfois au détriment de l'autre. Il y a tant de configurations autour de vous que, honnêtement, je suis certaine que vous pourrez bien vous en sortir, que c'est pas une raison pour vous freiner dans vos projets. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et je pense réellement hein, qu'il ne faut vraiment pas se freiner à cause d'une maladie. Parce que si tout le monde sur Terre qui a une maladie, puis on n'est pas à l'abri de toute façon de ne pas tomber malade. Donc, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte puisqu'on n'est pas à l'abri de tomber malade. Une maman qui a déjà eu un enfant, elle n'est pas à l'abri d'avoir une sclérose en plaques après. Et puis, ça reste une force, les enfants. Enfin, moi, mon fils, en plus, je suis toute seule avec lui. Moi, mon fils, c'est ma plus grande force. Hein. C'est grâce à lui que je me lève tous les matins, que j'ai envie de me bouger, que j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire plein de choses. C'est mon fils. Et puis, on veut pas non plus une société eugéniste, je veux dire, on veut une société, voilà, humaine avant tout. Ce sont des enfants qui peuvent développer aussi une particulière empathie, exactement parce qu'ils auront grandi avec un parent malade. Ils sauront ce que c'est la maladie et nous, on veut ça. On veut des enfants empathiques, on veut des enfants qui ne soient pas dans la discrimination. Et je pense que les enfants, vos enfants, peuvent avoir aussi une sensibilité qui est un atout pour eux dans leur vie d'avenir. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, j'avais une question peut-être un peu particulière, mais vous avez passé un certain nombre de réactions possibles chez l'enfant. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait être mauvaise? Est-ce qu'il y a une réaction de l'enfant qui pourrait être mauvaise pour lui et sur laquelle il faudrait être vigilant si jamais elle arrive? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant la réaction elle-même qui peut être inquiétante que le fait qu'une réaction persiste dans le temps. C'est-à-dire qu'on essaye par toutes les façons d'expliquer à l'enfant, de le rassurer, de lui laisser le temps nécessaire et que certaines réactions telles que l'isolement, par exemple, ou l'agressivité persistent beaucoup dans le temps à des degrés où même nous, connaissant notre enfant, on se dit on l'a jamais vu comme ça. Là, on peut dans un premier temps nous-mêmes demander l'aide à un psychologue pour voir si vraiment il n'y a pas besoin même que l'enfant consulte pendant un certain moment donné. Mais par exemple, la même réaction n'aura pas la même importance à un âge précoce et à l'adolescence, où on sait que l'adolescence, par exemple, c'est voilà, il y a plus de conflits, il y a plus voilà. Mais je pense que c'est voilà combien dans le temps une réaction persiste qui va poser plus de problèmes que la réaction en elle-même. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'a pas une question? Du coup, juste pour rebondir sur votre dernière réponse, je rappelle aux personnes qui nous suivent, si elles ne sont pas déjà en contact avec un réseau de santé, que dans vos régions, il est possible qu'il y ait un réseau de santé et que dans ces réseaux de santé, la plupart du temps, il y a des psychologues qui sont en capacité peut-être de vous aider ponctuellement sur cette relation avec vos enfants. Et puis moi, j'aimerais aussi ajouter Guillaume, parce que j'imagine que peut-être plusieurs, ou en tout cas certains d'entre vous n'ont pas communiqué la maladie à leur enfant. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, surtout pas de culpabilité, hein, on cherche pas à culpabiliser davantage. C'est des conseils, vous faites comme vous pouvez, vous vous en sortez de la façon que vous pouvez. Ce n'est jamais trop tard d'ailleurs pour en parler. Mais les enfants ne sont pas traumatisés, ne sont pas détruits psychiquement parce qu'éventuellement vous ne leur en avez pas parlé. C'est pas, les choses ne sont pas si simples et radicales. Alors, on a une question sur troubles de l'humeur et rapport avec l'enfant.
Donc fatigue et manque de patience, difficile à gérer. Comment l'enfant le perçoit? Alors, c'est vrai que l'irritabilité, mais ça, on le sait aussi, et les troubles de l'humeur, on le sait que ça peut un peu influencer la relation avec l'enfant. L'enfant, il peut se sentir à certains moments bien accepté. Mais là, encore une fois, c'est quand quelque chose persiste dans le temps. C'est-à-dire que quand on a certaines habitudes pour des courtes laps de temps ou une réaction ponctuelle, on peut parler à l'enfant, lui expliquer que voilà, papa ou maman souffre d'un trouble de l'humeur qui va avec la sclérose en plaques. Et ça fait que je deviens, par exemple, plus irritable ou moins patiente à certains moments où mon humeur ne se porte pas bien et où je suis particulièrement fatiguée. Et je veux qu'à ces moments-là, quand je réagis mal, de comprendre que je ne t'en veux pas à toi, mais que maman ou papa ne sont pas en état de réagir mieux. Verbaliser le plus possible parce que c'est là où l'enfant va comprendre que ça n'a rien à faire avec lui, mais que ça a à faire avec vous. Tout le temps, c'est la même astuce, c'est vraiment verbaliser et expliquer. Katie, du coup, ça t'arrive? Alors, oui, ah oui, oui, moi, ça m'arrive. Alors, en plus, en étant seule avec mon fils, il a 5 ans. Là, il est dans sa période où c'est vrai qu'il y a des fois, c'est très, très compliqué. Alors, ça m'arrive, hein, je crie. Mais après, je lui explique. Parce que le fait de crier, mais alors, après, moi, je ne mettrais pas ça spécialement aussi sur la sclérose en plaques. Je mettrais ça aussi, comme ça arrive à tous les parents. Et c'est aussi là où je peux en venir, ce que je disais tout à l'heure. Être maman avec une sclérose en plaques, je pense qu'avoir besoin de temps pour soi, avoir des fois être fatiguée, crier, manque de patience, ça arrive aussi chez les mamans qui n'ont pas de sclérose en plaques. Après, c'est vrai que nous, on peut avoir peut-être des troubles de l'humeur qui sont un peu plus vives, je dirais, qui arrivent comme ça très souvent. Donc, moi, j'explique à mon fils quand ça m'arrive. Après, je retourne le voir et je lui explique. Tu sais, maman, quand elle est fatiguée, il y a beaucoup de choses pour le petite chose, elle s'énerve. Il faut que tu sois gentil, il faut que tu parles à maman, il ne faut pas que tu cries. Maman aussi, des fois, quand tu cries, elle crie aussi. Et c'est vrai que moi, je remettrais encore une fois tout sur la communication. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas employé le terme sclérose en plaques avec mon fils. J'ai plus employé les symptômes que j'avais à lui expliquer. Parce que pour moi, sclérose en plaques, pour lui, il a 5 ans, sclérose en plaques, c'est comme si je lui disais grippe, rhume, il ne comprend pas. Mais en lui expliquant les symptômes, en lui disant que des fois, voilà, la moindre petite chose, je vais m'énerver très vite, il va mieux comprendre. Et après, même lui, hein, des fois, il vient me voir tout seul en disant « Pardon, maman, c'est vrai, je ne suis pas très gentille, tu es fatiguée. » Voilà. Et encore une fois, c'est une question de communication. Mon fils a 5 ans, le comprend très bien, mais parce que je passe énormément de temps à lui parler. Et puis, n'oublions pas, en France, on est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de mamans qui ont peut-être des troubles de l'humeur et qui ont quand même des enfants. Hein, encore une fois, ce n'est pas une raison pour dire je ne vais pas faire des enfants. Il suffit de lui comprendre après, de lui expliquer après, comme Katie le fait, le pourquoi et le comment d'une réaction que vous avez eue. Et essayer d'être un peu plus... Pardon, Guillaume, allez-y. Non, faites. J'allais dire, essayer d'être indulgent avec vous-même, c'est très important. C'est notre côté humain, on peut pas être parfait. Il y aura, c'est indiscutable, des réactions parfois qui ne vont pas être adaptées. Mais autant qu'on se pose la question et qu'on se questionne, c'est déjà un bon signe par rapport à ce qu'on peut faire pour mieux les contrôler. Alors du coup, j'allais juste ajouter que on a fait une webconférence il y a quelque temps qui est sur la chaîne YouTube de la Ligue normalement sur parentalité et où vous pouvez trouver aussi le point de vue de l'ergothérapeute et les conseils d'une assistante sociale, non d'un travailleur social d'ailleurs, pour tout ce qui est à côté parce que là, on parle beaucoup de communication et tout, mais il y a
pas mal d'aides qui existent et des objets qui peuvent vous permettre justement de limiter votre fatigue et du coup de vous concentrer plus sur, le meilleur de la relation avec votre enfant. Et pas de vous sentir en échec ou en blocage parce que vous ne levez pas les bras assez haut, vous avez peur de ne pas pouvoir le tenir assez fermement ou des choses comme ça. Donc, voilà, il y a tout l'aspect communication et l'aspect psychologique, mais vous pouvez aussi peut-être alléger votre charge mentale en demandant de l'aide et en vous faisant aider sur tous les autres sujets qui existent. Hmm. Et puis, c'est vrai que toutes ces questions, comme il y a la sclérose en plaques, bah voilà, vous dites qu'est-ce que je veux faire avec de la sclérose en plaques, ou est-ce que c'est bien de réagir comme ça, et est-ce que c'est bien de faire un enfant? S'il n'y avait pas la sclérose en plaques, c'est de toute façon des questions légitimes que tout parent se pose à un moment donné. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand je suis fatiguée en rentrant du travail? Et là, vraiment, j'ai pas envie de jouer avec mon enfant. Ça peut arriver que vous n'en ayez pas l'envie. C'est très humain, tout à fait, de ne pas avoir envie à un moment donné de jouer avec l'enfant. Alors, c'est pas que la sclérose en plaques, c'est qu'est-ce que c'est d'accompagner, d'élever un enfant. C'est une tâche très belle, mais une tâche qui demande beaucoup d'énergie. C'est des efforts quotidiens. Et il y a des moments où on aurait aimé, voilà, être tout seul, ne pas avoir à s'en occuper du tout. Même lire une histoire, ça peut nous paraître complètement lourd et très compliqué, tant on est vidé d'énergie dans la journée. C'est ça. Il faut vraiment pas s'en vouloir. Faut vraiment pas s'en vouloir parce que je pense qu'il y a pas mal de mamans comme de papas qui vont s'en vouloir à se dire ah, bah, je peux pas faire ça avec mon fils parce que j'ai la sclérose en plaques. Un parent qui n'a pas la sclérose en plaques, il va pas pouvoir aussi parce qu'il est fatigué de sa journée, parce qu'il a eu une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Après, c'est vraiment, ouais, faut quand même se détacher, je pense, par rapport à ça, où le fait d'être parent, c'est déjà compliqué de base. Avec la sclérose ou pas la sclérose, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on aimerait être tranquille et que quand il y a un enfant, c'est vrai que ça devient plus complexe, alors on fait autrement, etc. Mais pour moi, la sclérose, c'est vraiment pas entre guillemets, un inconvénient de plus à la parentalité. Oui, on parlait tout à l'heure d'outils. Il y en a par exemple deux, la réglette que montrait Hélène et un autre qui est dans la robot box dont parlait Katie, qui sur la base juste de petites illustrations de smiley permettent en fait aux parents et aux enfants de communiquer entre eux de manière hyper simple, sans même finalement se parler si nécessaire. Ça peut être accroché sur le frigo, ça peut être posé à un endroit à la vue de tout le monde et les gens peuvent du coup mettre leur niveau de fatigue, autant l'enfant que le parent, ou leur humeur du jour, ce qui permet aussi de communiquer sur le long cours de manière ludique, où chacun se demande le matin en se levant quelle est son humeur du jour et quand on rentre de l'école, la même. Alors, il y avait Vanessa qui nous marquait: on se rend compte que les blessures de l'enfance peuvent faire des adultes très fragiles. Il n'y a pas de parents parfaits ou d'éducation parfaite. Je me demande donc s'il y a des points de vigilance additionnels à avoir pour que l'enfant grandisse de manière la plus équilibrée possible. Alors, un enfant, pour qu'il grandisse et une confiance en lui, l'important, c'est qu'il soit quand même dans un environnement aimant et un environnement capable de mettre les limites quand ceci est nécessaire. Un environnement le plus calme possible, bien évidemment. Mais il faut savoir aussi que le devenir de votre enfant ne dépendra pas que de vous. On est toujours tous, on a notre propre ADN, nos propres tendances, notre propre prédisposition. Et puis, il y a aussi l'environnement de l'école, il y a l'environnement du jeune plus tard, des amitiés
et un tas de facteurs qui sont en dehors de votre contrôle, qui vont venir aussi interagir dans le devenir de la personne. Vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est voilà, lui montrer par votre attitude combien vous l'aimez et établir un environnement de sécurité rassurant. Et le fait qu'il y ait des réactions à certains moments négatives, ça ne suffit pas pour traumatiser un enfant à vie. Il faut vraiment qu'il soit exposé pour des très longues périodes à ce type de comportement et qu'il n'y ait pas derrière non plus un travail thérapeutique ou autre chose. À ajouter ceci, la question d'un terme, je ne sais pas si vous connaissez, la résilience, où malgré des expériences parfois traumatiques ou compliquées, l'individu arrive à les surpasser, à faire quelque chose de très beau de sa vie par ses propres ressources et son propre mécanisme. Et je pense qu'il faut garder aussi ça en tête. Il ne suffit pas un petit rien pour que quelqu'un soit traumatisé à vie et qu'il devienne fragile. Il faut vraiment des circonstances qui durent dans le temps. Une non-prise de recul également. Votre enfant, si à un moment donné, il se sent plus fragile dans l'avenir, rien ne l'empêche à un moment donné de consulter, de faire un travail sur lui-même pour prendre encore plus de distance avec la maladie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter, Hélène ou Katie. Si quelqu'un a une dernière question, sinon on va finalement clore avec un peu d'avance. Moi, j'aurais juste ajouté une chose, que c'est vrai que quand on entend tous les pédopsychologues, on leur fait bien évidemment confiance absolument. J'entends très bien qu'on nous parle beaucoup de traumatisme dans l'enfance ou de la façon dont on doit agir pour qu'un enfant soit bien. Mais je pense que c'est aussi comment on interprète ces propos qui jouent un rôle. C'est-à-dire que si à un certain moment donné, vous êtes fatigué ou ça va pas et vous dites non à votre enfant, ça ne suffit pas. C'est vraiment ce qu'on a dit. Il faut une répétition dans le temps pour que ceci puisse avoir des conséquences et pas considérer que voilà, un tel événement l'a marqué à vie, ma réaction. Ça, c'est des événements vraiment graves qui marquent à vie et qui nécessitent d'aller très au fond de soi pour guérir les blessures. Quelqu'un est en train d'écrire par contre. Je ne sais pas s'il y aura une question ou non. Après, du coup, de toute façon, cette conférence, elle est enregistrée et elle sera rediffusée en replay. Et tous les supports qui ont été mentionnés, si vous n'arrivez pas à les trouver, n'hésitez pas à revenir soit vers CEP Avenir, soit vers la Ligue, et on vous fournira tout ce qui est magazine, support fabriqué par les laboratoires, les informations sur les applis, tout ce genre de choses. Le plus compliqué peut ne pas être la relation à l'enfant, mais la relation aux autres. Oui. Oui. J'entends ce que vous dites. Hein, il y aura des moments où ça peut être plus compliqué, bien évidemment. Après, je ne sais pas de quelle façon ils vous ont jugé. Est-ce que c'était une personne vraiment de façon exceptionnelle? Est-ce que c'était tout le monde? Parce que la façon dont nous on vit les choses, elle est aussi reflétée vers l'extérieur. Et ça, c'est un commentaire qui était un commentaire isolé ou si c'était plusieurs commentaires? Je vais juste, moi, en attendant qu'elle réponde, le regard des gens,
Mais que ça soit avec les enfants ou sans les enfants, le regard des gens, de toute façon, il y aura toujours de la critique d'un point de vue extérieur. Je pars du principe où, là, en l'occurrence, c'est Perrine qui écrit, elle ne pouvait pas porter son enfant parce qu'elle a des soucis de santé. Les gens la regardent, les gens ne savent même pas, je dirais, ne connaissent même pas un dixième de sa vie, un dixième de ses problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société, je pense, qui critique beaucoup, qui juge beaucoup sur l'apparence. Après, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qu'elle a un enfant, elle sait qu'elle s'en occupe très bien. Les gens, alors moi là, du coup, d'un point de vue personnel, les gens qui me critiquent sur ma façon de faire avec mon fils, je ne les écoute même pas parce qu'ils ne connaissent pas un dixième de ma vie, ne connaissent pas un dixième de ce que moi je ressens. Je les laisse parler. Je pense qu'il faut, pour moi, il ne faut pas écouter ce que d'un point de vue extérieur on dit. Surtout quand c'est comme ça, c'est des parents, c'est pas des amis proches, c'est pas des gens de la famille. Il y aura toujours de la critique d'une manière ou d'une autre, même si elle avait certainement pu le porter ce jour-là, ça se trouve ils auraient pu rétorquer autre chose, ou si elle avait peut-être des problèmes d'équilibre, ils auraient rétorqué sur ça. Il y aura toujours de la méchanceté gratuite d'un point de vue d'autrui. Il faut vraiment que ça passe au-dessus. Enfin, pour moi. La question, c'est aussi si ce jugement vous a atteint profondément, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec l'idée de ne pas avoir pris votre enfant dans les bras? C'est-à-dire que le jour où vous serez réellement en paix et vous allez comprendre que c'était naturel de ne pas le prendre dans les bras, les éventuels commentaires n'auront pas le même impact sur vous. Yeah. Et ça, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est bon pour tout le monde. Si on est déjà un peu faible sur ses jambes, trébucher est plus rapide. Et c'est vrai que Katie comme Eva, vous êtes forte, j'ai envie de dire, face au regard des autres, mais aussi parce que voilà, parce que il faut faire un travail sur soi et il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et je pense que voilà, des gens comme Hélène ou dans les réseaux, vous pouvez trouver toujours de l'aide sur ce genre de choses. C'est sûr, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est compliqué, le regard des autres sur soi, le jugement, le regard des autres, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on se forge, comme on dit, on se forge une carapace et il faut passer au-dessus, puisque le regard et le jugement, il y en aura toujours. Et là, par rapport au sujet, par rapport à être parent, je dirais qu'il faut vraiment que le regard et la méchanceté des autres, ça passe au-dessus. Après, quand on se retrouve chez soi à regarder son enfant, le jugement et les paroles des autres, ça passe largement au-dessus par rapport à l'amour qu'on a pour son enfant. C'est un joli message. Vanessa qui partage. Du coup. Après, je pense aussi que dans le cadre du parrainage que propose CEP Avenir, n'hésitez pas, si vous voulez vous rapprocher des parrains et marraines, en particulier des marraines, du coup, si en tant que jeune maman ou future maman, vous voulez en discuter avec des personnes qui ont déjà vécu grossesse, parentalité et puis certains problèmes et les ont surmontés. Le parrainage, Katie vous dira mieux que moi, mais c'est un bon endroit aussi pour trouver de la pérédance. Si vous avez peut-être peur ou pas envie de passer le pas à en discuter avec un professionnel, peut-être déjà commencer par en discuter avec un père. C'est ça, je pense que ça peut faciliter. On est plusieurs marraines ou on est plusieurs à avoir des enfants. On est toutes passées par là. Alors en plus, on a toutes des histoires un petit peu différentes. Moi, je suis maman seule. Il y a Eva qui l'a une semaine sur deux. On a Lorraine qui l'a tout le temps. On a vraiment des histoires différentes. Et je pense que oui, on peut rassurer les gens. Ou faut déjà avoir ce premier tilt à pouvoir en parler et pas avoir peur de
si on a des questions, à dire oui, mais est-ce que je vais être une mauvaise maman, etc. Il faut déjà passer ce truc-là parce que on s'est toutes posé la question, est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que tout ça, mais tout le monde passe par là, sclérose ou pas, on passe tous par ce genre de questions. Bon, ben on va se séparer sur ces mots positifs. Merci beaucoup Hélène d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci beaucoup Katie d'avoir accepté de témoigner et puis de modérer cette séance de l'après-midi. Ne partez pas, j'ai envie de vous dire, mais si vous avez envie, dans les minutes qui vont suivre, les 15 minutes qui vont suivre, si vous restez dans cette conférence, il y aura des vidéos qui vont de nouveau défiler, dans lesquelles il y a la présentation de certains des outils dont on a parlé. Sinon, je vous invite à nous retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie de la journée mondiale et de cet événement Connexion CEP, autour du bonheur et d'une petite philosophie du bonheur pour pouvoir se quitter après 2 jours de conférence sur la note la plus positive qui soit. Merci encore à toutes les deux et à très vite. Merci beaucoup Guillaume également et puis merci Katie et merci vous tous qui vous nous avez entendus cet après-midi. J'espère que voilà nos interventions ont pu vous être utiles. Et puis plein d'espoir pour l'avenir. Merci à vous deux et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.